bonjour et bienvenue à tout le monde pour cette conférence des sciences de Bernard Revra. Et donc, l'homme s'est toujours tourné vers la connaissance des phénomènes de la nature et de la vie qui l'entoure. Et cette connaissance que nous appelons science aujourd'hui évolue dans le temps, focalisée selon les intérêts principaux de la société. C'est ainsi que l'on peut voir la philosophie comme la science reine de l'ancienne Grèce et la théologie dominer le Moyen-Âge. Après la Deuxième Guerre mondiale, la physique, et en particulier la physique nucléaire, a été au centre de l'attention de notre société. Le docteur Bernard Revra nous fera réfléchir aujourd'hui sur la nécessaire évolution des disciplines scientifiques. Il est lui-même physicien et ses études à l'Université de Genève ont été couronnées par un doctorat en matière condensée en 1999. Sa spécialité, c'est l'étude des propriétés magnétiques de la matière et il met ses connaissances à disposition de l'industrie avec un start-up à Koblenz. Mais il est attentif à l'histoire des sciences et vous l'avez peut-être entendu à la radio dans l'émission Histoire vivante. C'est sur ces sujets qu'il va nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard pour avoir accepté notre invitation. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce cycle de conférences, de m'avoir invité à vous présenter cet après-midi cet exposé sur mes recherches et de remercier plus particulièrement ma collègue, le professeur Kinsley, pour avoir proposé mon nom et pour m'avoir introduit maintenant. D'ailleurs, en consultant votre programme, le programme donc de ce cycle de conférences d'Uni 3, je constate qu'il figure dans des personnalités éminentes de notre institution et d'ailleurs. Donc j'ai pu constater l'ampleur de ma tâche et j'espère que vous en serez satisfait et j'espère être à la hauteur. Un mot tout d'abord sur ma position de chercheur. Comme l'a dit Maria Kinsley, j'ai une double casquette et une double appartenance. Dans un texte remarquable sur l'historiographie, l'historien Michel de Certeau constate qu'il est impossible d'effacer la particularité de la place d'où l'on parle. Et cette place est définie par un itinéraire dans des institutions de recherche et par une certaine configuration sociale par laquelle des moyens ont été mis à disposition du chercheur et par laquelle ces résultats vont être éprouvés et validés. Et il résume cette situation dans une phrase vraiment remarquable dans laquelle pointe une forme de rudesse qui est la suivante et que je livre à votre réflexion. Mon patois figure mon rapport au lieu. Et j'ai pensé à cette phrase en préparant cette introduction, qui s'adresse à un public plus large que celui des colloques spécialisés où, en général, je présente ces recherches. Et je me suis moi-même demandé quel était mon patois et s'il était possible de l'entendre soi-même. Donc, ma position dans le champ universitaire repose sur une double appartenance. D'un côté, appartenance au monde du laboratoire de la physique, plus particulièrement de la physique de la matière condensée, et d'autre part, une activité de recherche dans le domaine des études de la science et de la technologie. On utilise pour définir ce champ de recherche une appellation anglaise, les Science and Technology Studies, qui n'a pas trouvé vraiment son chemin dans la langue française, et c'est pour ça que je me permets de l'utiliser ici. Donc mon intérêt pour ce type d'études trouve son origine dans des questions de politique de la recherche. À mon retour d'un postdoctorat aux États-Unis, j'ai retrouvé mon institution, mon département, en transformation suite à la mise en œuvre de nouveaux outils de financement de la recherche, et c'est ce qui a motivé un intérêt pour ces questions liées au développement des sciences et des technologies. Et mon premier travail a constitué en une étude d'une migration des chercheurs qui travaillaient dans le domaine de la supraconductivité vers les nanosciences. Et suite à ce travail, j'ai été contacté par un réseau européen d'agences de financement qui s'était constitué à l'aide de financement de la communauté européenne. Ce réseau s'appelle Aspera. Et ce réseau était constitué pour soutenir, pour promouvoir et pour coordonner les activités dans le domaine de la physique des astroparticules. Et de façon très intéressante, les acteurs de ce réseau désiraient financer, soutenir, intégrer dans leur réseau un travail de recherche
sur l'histoire de l'émergence de leur propre discipline. Donc, les acteurs de ce réseau étaient à la fois des participants aux agences de financement, mais la grande majorité d'entre eux étaient des chercheurs qui avaient eu une activité dans le domaine de l'astroparticule au préalable. Donc c'est dans ce cadre que j'ai eu l'occasion de faire un travail de recherche sur l'émergence et l'institutionnalisation de la physique des astroparticules. L'écriture de sa propre histoire par les acteurs mêmes du domaine n'est pas un geste anodin. Il procède d'une quête de légitimité et d'un souci de distinction. On attribue les origines de l'histoire moderne dans la quête de légitimité et de justification des anciennes familles nobles au XVe siècle. C'est souvent comme ça un des points de départ de l'histoire moderne. Donc une volonté de légitimité face aux prétentions du pouvoir royal en France. Et d'autre part, le fait de faire l'histoire, et ça se manifeste dans les deux cas, consiste ou commence avec le geste de mettre à part, le geste de distinguer et de rassembler des objets qui avaient été répartis autrement au préalable. Donc ces deux éléments, la question de la légitimité et la capacité ou la volonté de se distinguer d'autres communautés ou d'autres activités, sont présents dans l'émergence de l'astroparticule. Et cette distinction va jusqu'à la création du néologisme astroparticule, qui a fait son entrée dans le Larousse en 2008, et qui permet donc à ce domaine de se distinguer jusqu'au point lexicologique des autres spécialités. Et c'est un processus de séparation qu'on peut dater à peu près des années 90. Donc il permet aux acteurs de ce domaine de se distinguer de la physique des rayons cosmiques, qui était un domaine de recherche antérieur, qui existait depuis, disons, la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, et qui partage avec l'astroparticule une partie de la thématique. Comme on le verra, c'est la question de l'étude des rayonnements particulaires qui nous viennent du cosmos. Donc il partage cette thématique, mais il n'est pas en continuité avec lui-même. En effet, les acteurs de l'astroparticule viennent de la physique des particules, et non pas de l'astronomie, de l'astrophysique ou du domaine des rayons cosmiques, donc, qui existait préalablement. Ma position a été modeste dans ce dispositif d'institutionnalisation, mais elle n'est pas neutre, parce que j'ai pris part au travail de constitution, de consolidation et de distinction de ce domaine. Donc voilà où se situent les origines de mon patois, donc un intérêt pour la question de la politique de la recherche, et une activité dans un réseau d'agences de financement qui coordonnait les activités de la physique et qui coordonne toujours les activités de la physique des particules en Europe. Mon but dans cet exposé est double. Donc, tout d'abord, je vais tenter de vous définir et de vous décrire ce qu'est l'astroparticule. Et dans un deuxième temps, je vais vous décrire le contexte institutionnel et historique dans lequel cette nouvelle discipline est apparue. La première définition que nous pouvons donner de l'astroparticule est la suivante. Il s'agit d'un domaine de recherche dont l'objectif est l'étude du cosmos au moyen de particules diverses, particules élémentaires, qui sont produites et accélérées par des mécanismes cosmiques. Il s'agit de particules qui viennent de l'espace, et qu'on appelle elles-mêmes astroparticules. Donc le même terme est utilisé à la fois pour définir l'objet de l'étude, l'astroparticule, et le domaine de recherche. Et elles sont produites par différents mécanismes violents qui existent dans l'univers, comme des réactions de fusion dans les étoiles, ou bien l'effondrement d'étoiles qui sont à court de carburant, et qu'on appelle les supernovas. Il existe une certaine variété de ces particules. Alors, quelques exemples, les photons de très haute énergie, les rayons cosmiques chargés, eux aussi de très haute énergie, et les neutrinos. Un mot sur les neutrinos, je crois que vous avez eu ici dans ce cadre déjà quelques exposés à ce sujet. Donc, ce sont des particules qui sont innombrables dans l'univers et qui traversent la matière quasiment sans interaction. Donc, le domaine de l'astroparticule se situe à l'interface de la physique des particules et de l'astronomie et de l'astrophysique d'un autre côté. Les acteurs de cette discipline, donc cette nouvelle discipline qui est l'astroparticule,
utilise des méthodes expérimentales de la physique des particules pour les appliquer à des thématiques qui relevaient jusqu'alors de l'astronomie et de l'astrophysique. Donc on se trouve là, dans cette situation, à cette interface, avec de possibles conflits de légitimité entre les différents acteurs. Quelques mots sur le développement de ce domaine de recherche. Donc, il connaît aujourd'hui une expansion importante en Europe, aujourd'hui et depuis une dizaine d'années. On a fait différentes enquêtes dans le cadre du travail de ce réseau d'agences. On sait qu'il y a à peu près aujourd'hui 3000 chercheurs qui travaillent dans ce domaine et pour un budget d'environ 100 millions d'euros à l'échelle européenne. Donc 3000 chercheurs et à peu près un peu moins de 100 millions d'euros au niveau européen. Une série de très grandes installations de recherche est planifiée pour les prochaines années. Et je veux mentionner que notre institution, l'Université de Genève et la Suisse, sont très actives dans ce domaine. Donc il y a des activités au département de physique nucléaire et corpusculaire, à l'ISDC, à l'Observatoire et au département de physique théorique. Sur cette diapositive, j'ai reporté des illustrations de 3 de ces expériences d'astroparticules qui existent à ce jour pour vous donner une idée de ce que sont les infrastructures de recherche dans ce domaine. Donc là, j'en ai projeté 3 sur environ une cinquantaine d'expériences de cette dimension qui existe aujourd'hui. Donc la première, c'est AMS, donc qui est un détecteur. Donc vous avez ici la station spatiale, ISS, et sur cette station spatiale, on va déployer ce détecteur qui s'appelle AMS. Donc ceci n'est pas la situation actuelle, ce n'est pas une photographie, c'est une vision d'artiste, comme on dit, qui, on l'espère, sera fidèle à la réalité d'ici quelques mois, et vous en entendrez parler prochainement dans le cadre de ces mêmes conférences. La deuxième expérience que je vous présente ici, c'est MAGIC, et la troisième, c'est IceCube. Donc, ces expériences permettent l'étude de rayons cosmiques de 3 types différents: les particules chargées à haute énergie, l'antimatière et la matière noire pour AMS, les photons de haute énergie pour MAGIC, et les neutrinos pour IceCube. Donc, toutes ces particules étant de très haute énergie, mais de 3 types différents. Donc, ce que vous avez ici, c'est un détecteur qui est inspiré des détecteurs qu'on utilise en physique des particules. Ici, vous avez une sorte de télescope qui permet d'observer des très faibles éclairs de lumière qui apparaissent dans l'atmosphère lorsque les particules chargées la traversent. Et ici, vous avez un ensemble de fils sur lesquels sont positionnés des détecteurs, ce système étant placé sur la calotte glaciaire du pôle sud et qui permet de mesurer des neutrinos de haute énergie. Donc le but ici n'est pas de vous amener à une compréhension plus profonde de ces observatoires, mais plutôt de mettre l'accent sur un aspect caractéristique du développement de ce domaine, qui est le suivant. Contrairement à la physique des accélérateurs, et je pense ici au CERN, l'astroparticule se déploie dans l'environnement naturel. On voit ici donc l'espace, MAGIC, donc ce télescope est au sommet d'une montagne sur les îles Canaries, et ce télescope de neutrinos est placé dans la calotte glaciaire du pôle sud. On peut ajouter encore d'autres types de télescopes et de détecteurs qui ont été déployés dans des cavernes souterraines, par exemple au Gran Sasso en Italie, ou dans le fond des océans, aussi pour la détection des neutrinos. L'astroparticule est donc une science de terrain. À nouveau, permettez-moi d'utiliser l'expression anglaise de field science, qui est un peu plus large que la science de terrain dans l'appellation française, qui fait penser peut-être à quelque chose de plus restrictif. Donc l'astroparticule est une field science, et cet aspect-là est pour moi absolument fondamental, et je l'ai rencontré plusieurs fois dans mes études, à plusieurs moments de ma recherche. Et c'est l'aspect fondamental, c'est donc le redéploiement de la physique de laboratoire des particules, à nouveau pensé au CERN, dans un environnement naturel, dans toutes ses dimensions, en particulier les plus extrêmes, et on doit constater qu'il y a un peu de Jules Verne dans ce mouvement et dans ce redéploiement. Et quel est plus précisément l'objet de la recherche en astroparticules? L'objet est double. Tout d'abord, les données obtenues par les expériences en astroparticules
permettent l'extension de la carte du ciel à des énergies extrêmement élevées. Pour illustrer le concept de l'extension de la carte du ciel à d'autres longueurs d'onde, je vous ai mis les diapositives suivantes. Dans les diapositives suivantes, différentes représentations de la carte du ciel, en commençant avec une carte chinoise du 7e siècle. L'idée, dans ces quelques cartes que je vais vous projeter, est de retrouver une constellation ou un morceau de constellation très connu qui est la Grande Ourse, que vous repérez ici. Donc ça, c'est une partie d'un atlas qui est un des plus anciens qu'on connaisse, un atlas céleste, pardon, qui est un des plus anciens qu'on connaisse et qui date du 7e siècle. Donc on peut le comparer à une carte contemporaine. Ça, j'imagine que tout le monde en a déjà vu une. Et on peut repérer ici à nouveau notre Grande Ourse dans une vision, une représentation contemporaine de la carte du ciel. Et ces deux cartes du ciel ont quelque chose en commun. Elles ont été établies dans des longueurs d'onde optiques, c'est-à-dire que les points qui sont représentés sur ces cartes sont visibles à l'œil nu, ou disons avec un dispositif tel qu'un œil, dans une gamme d'énergie, dans une gamme de longueurs d'onde optique, c'est-à-dire visible à l'œil. Alors, si maintenant on imagine d'étendre cette carte à des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles à l'œil, eh bien vous avez un outil absolument magnifique qui a été développé récemment par Google. Donc si vous allez sur ce site, je vous invite à le faire, google.com. Vous savez, Google a édité toute une série de cartes géographiques de la Terre, aussi des cartes de la Lune. Et maintenant, ils ont déployé une interface qui vous permet de voir des cartes du ciel. Alors j'ai ici fait une copie d'écran d'une carte du ciel où vous reconnaissez à peine ici, mais j'ai remis la Grande Ourse. Et si vous manipulez ici ces boutons, eh bien, vous avez la possibilité de voir la même partie du ciel dans la gamme infrarouge, donc qui vous donne accès à certaines informations sur la matière interstellaire, par exemple, ou dans la gamme micro-ondes, donc qui, elle, donne accès à des informations cosmologiques sur le fond micro-ondes de l'univers. Et puis vous avez aussi ici un curseur historique qui vous permet de faire apparaître une représentation du XVIIIe siècle de cette carte du ciel. Alors, cette extension de la carte du ciel peut être vue en continuité avec les développements successifs de l'astronomie, puis de l'astrophysique, qui ont importé et se sont appropriés des techniques expérimentales de la physique pour l'usage astronomique ou astrophysique. Alors, quels sont ces développements? Eh bien, vous avez tout d'abord et je vais en citer quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, mais pour vous illustrer de quoi je parle, vous avez la lunette au XVIe siècle, vous avez l'introduction de la spectroscopie et de la photographie au XIXe siècle, et puis de l'astronomie infrarouge ultraviolet et de la radioastronomie après la Deuxième Guerre mondiale. Ces différentes étapes sont liées à l'utilisation de nouvelles techniques expérimentales. Et je vais juste mentionner que la spectroscopie en particulier, qui transforme l'astronomie, donc basée jusqu'alors sur l'observation optique, donc transforme l'astronomie en une astrophysique, en une physique des objets stellaires. Chacune de ces étapes a permis la mise en évidence d'une structure interne à ces objets stellaires, et chaque fois, elle a joué un rôle dans la remise en question d'une symétrie utilisée jusqu'alors. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous projette ici l'observatoire de Tycho Brahe, qui était situé sur une île au Danemark, et qui s'appelle Uraniborg. Donc, vous avez une vue ici des bâtiments de Uraniborg, et puis ici à l'intérieur, vous avez une représentation d'un dispositif expérimental qui a permis à Tycho Brahe de faire des mesures d'une extraordinaire précision, et puis un dispositif que je qualifierais de social ici à l'arrière, car cet ensemble était un laboratoire où des chercheurs étaient aussi formés, et qui avait aussi une production scientifique et une diffusion, et qui participait à la diffusion scientifique. Donc les mesures extraordinaires de précision de Tycho Brahe sont utilisées ensuite par Kepler, qui peut en conclure que les trajectoires des planètes sont elliptiques et non circulaires. Voilà. Deuxième exemple, la lunette de Galilée, qui permet l'observation de montagnes sur la Lune et qui remet en cause, par là même, la séparation historique plus ancienne entre les mondes sublunaires et supralunaires. Ces étapes de l'histoire de l'astronomie permettent la remise en question d'un ordre précédent et la mise en évidence d'une structure interne. Vous aviez, avant la lunette astronomique, la Lune était perçue comme un objet géométrique de forme parfaite, et l'utilisation de cette technologie
permet la mise en évidence de structures sur la surface de la Lune, qui sont interprétées par Galilée comme des montagnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs eux-mêmes de l'astroparticule présentent couramment leurs activités de cette façon-là. Ils se projettent dans ce courant ou dans cette vision historique de l'évolution de l'astronomie et de l'astrophysique. Et c'est pour ça que j'en parle ici. Donc, dans cette représentation, l'astroparticule, donc je veux dire, quand je fais référence aux acteurs de l'astroparticule, en particulier à des ouvrages généraux sur la physique de l'astroparticule, où on trouve très couramment des phrases introductives qui font référence à l'astronomie grecque ou à l'astronomie médiévale. Donc de cette représentation, dans cette représentation, l'astroparticule peut être vue comme la dernière de ces étapes, des étapes d'intégration de nouvelles technologies dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique. En transférant les outils de la physique des particules dans le champ de l'astrophysique, donc c'est ce mécanisme de l'astroparticule, les physiciens des astroparticules permettent de développer le ciel dans des gammes d'énergie très élevées. Donc on a une nouvelle carte du ciel maintenant, qui n'est plus dans l'optique, qui n'est plus dans l'infrarouge, qui n'est plus dans l'ultraviolet, etc., et qui est dans les particules de très très haute énergie. Alors, un exemple de cette carte, ben là voilà, c'est celle que j'ai présentée tout à l'heure, qui est une carte du ciel, mais à des gammes d'énergie extrêmement différentes. Et c'est pour ça que vous n'y reconnaissez pas du tout la Grande Ourse, vu que ce ne sont pas des corps stellaires qui émettent des particules dans cette gamme d'énergie. Donc ces gammes d'énergie, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles nous montrent un univers violent, avec des mécanismes qui permettent l'accélération des particules à des énergies tout à fait inhabituelles, inattendues. Et les mécanismes même de cette accélération donc, ne sont toujours pas expliqués. Alors j'ai juste mentionné quelques objets stellaires dans lesquels on voit ou qui génèrent ce type d'accélération. Donc vous avez des sources de très haute énergie dans les galaxies, ça s'appelle les noyaux actifs de galaxies. Et vous avez sur cette image un trou noir central supermassif, donc qui correspond à peu près à 1 milliard de masses solaires, et qui est en train d'avaler son disque d'accrétion et puis engendrer 2 jets qu'on voit ici en bleu, perpendiculaires au disque. Alors ça, c'est une vue donc c'est une image du télescope spatial Hubble d'un noyau actif galactique. C'est pour vous donner une illustration des lieux dans le cosmos d'où ces particules de très haute énergie sont produites. Voilà, donc ça c'était pour vous donner la première direction de l'astroparticule, qui est l'extension de la carte de l'univers. Puis il y a une deuxième activité, et c'est ce qui est particulier dans l'astroparticule, c'est de maintenir ces deux activités proches à l'intérieur d'un même domaine. Donc la deuxième direction, c'est l'étude des propriétés des particules en tant que telles, par exemple les propriétés des neutrinos, ou la détection directe de la matière noire, qui n'a toujours pas été faite, mais qui est un sujet de recherche très important dans l'astroparticule. Et ces directions de recherche sont en complémentarité avec les informations qu'on peut obtenir avec un accélérateur artificiel fait par l'homme, par exemple celui du CERN. Donc j'ai dit que l'astroparticule était une forme de Janus qui regarde dans la direction de la cartographie céleste et dans la direction de la physique des particules, mais ces deux directions ne sont pas forcément opposées. Et la recherche dans une des directions, de façon très intéressante, peut donner des informations sur l'autre direction. Alors l'exemple que je vais vous donner maintenant, tout à fait remarquable, c'est celui d'un physicien qui s'appelle Raymond Davis et qui a étudié les neutrinos solaires. Donc l'objet de son étude, c'est la mesure expérimentale des neutrinos qui sont émis à l'intérieur du Soleil, qui sont créés à l'intérieur du Soleil par des réactions nucléaires. Et l'intérêt de ces neutrinos, c'est qu'ils s'échappent de l'intérieur du Soleil. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'interagissent quasiment pas avec la matière qui est entre nous et le lieu où se passe cette réaction, qui est à l'intérieur du Soleil. Et l'objectif donc, de toute sa vie à ce chercheur, ça a été de mesurer. Je vous présente ici son laboratoire. Donc c'est vraiment un travail d'extrêmement longue haleine qui a été de mesurer ces neutrinos. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que si les neutrinos s'échappent facilement de l'intérieur du Soleil, ça veut dire que ça va être très difficile de les arrêter et puis de les détecter. Et ces mesures, disons, elles sont très délicates, très longues et vraiment pénibles. J'ai lu pas mal de comptes rendus sur cette activité de recherche et c'est vraiment un travail de très longue haleine et tout à fait remarquable.
en termes d'obstination scientifique. Donc, en les mesurant, on obtient une information sur les mécanismes de réaction à l'intérieur du Soleil. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est la machine thermique du Soleil. Et c'est un très vieux problème d'astronomie et d'astrophysique, qui était de comprendre pourquoi le Soleil a cette énergie, pourquoi il rayonne et pourquoi on peut vivre sur la Terre et bénéficier de ce rayonnement finalement. Donc au moment où ces expériences sont faites dans les années 60, 70 et 80, donc, il ne faisait aucun doute que cette machine thermique fonctionnait sur la base d'une certaine réaction nucléaire qu'on appelle la fusion. Elle avait été décrite avant la Deuxième Guerre mondiale déjà par Bethe et calculée précisément par un physicien à partir des années 50-60 qui s'appelle Bacall et qui a lui-même, un théoricien qui a lui-même collaboré avec ces expériences. Mais ce qui manquait, c'était la preuve directe. C'est-à-dire que c'était des preuves indirectes qui reposaient sur la thermodynamique. On n'avait pas de preuve directe que ces réactions étaient effectivement celles qui donnaient naissance à l'énergie solaire. Alors lorsque Davis obtient ses premiers résultats, et pendant quasiment 25 ans, il démontre que le nombre de neutrinos qu'il observe est inférieur à ce qui est donné par les calculs les plus précis. Et donc on assiste là à la naissance d'une controverse qui va durer longtemps, plus de 20 ans, entre les physiciens des particules d'un côté et Davis de l'autre. Car en effet, on n'a qu'une possibilité, autrement dit de deux choses l'une. Ou bien le modèle solaire est faux, et là ce sont les physiciens du Soleil qui sont à blâmer, ou bien alors on a une mauvaise compréhension de la particule. La description qu'on a du neutrino qui s'échappe du centre du Soleil n'est pas la bonne, et dans ce cas-là, c'est une critique du système de représentation des particules tel qu'il était utilisé à cette époque par les physiciens des particules. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se règle très facilement. Et il s'est avéré par la suite que c'était la représentation des neutrinos qui était incomplète. Donc ça, juste pour mentionner, c'est des propriétés de neutrinos qu'on appelle les oscillations, donc qui n'avaient pas été prises en compte dans le modèle qui existait à l'époque de description des particules. Et par contre, que le modèle solaire était extrêmement précis. Et donc, dans ce cas, on a une illustration d'une mesure d'origine qui puise son origine dans l'astrophysique et qui débouche sur une découverte importante en physique des particules. Donc, juste là pour commenter cette illustration, vous avez ici le dispositif que Raymond Davis a utilisé pour mesurer ces neutrinos. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un tank ici, d'un réservoir, qui est rempli d'un liquide, qui est en fait un liquide de nettoyage, c'est le liquide les plus purs qu'il avait trouvé, et qui contient du chlore. Et ce réservoir est enterré dans une caverne. En fait, c'était une ancienne mine qui était située aux États-Unis. Et de temps en temps, finalement extrêmement rarement, un neutrino qui traverserait le Soleil, qui traverserait l'espace interstellaire entre nous et le Soleil, et puis qui traverserait la couche de rocher qu'il y a au-dessus de ce réservoir, parvient dans le réservoir et a une interaction avec un des noyaux de chlore qui est dans ce réservoir. Et la mesure de Davis a consisté, pendant 20 ans, à mesurer des atomes d'argon qui sont le résultat de la transformation du chlore suite à la réaction avec le neutrino, des atomes d'argon qui se déplacent et puis qui forment un gaz extrêmement de très faible quantité à la surface de ce réservoir. Et ensuite, en extrayant ces atomes d'argon et avec d'autres mesures, on arrive à déterminer un flux de neutrinos qui passe à travers le réservoir. Donc cet exemple permet une transition vers la suite de mon exposé. Et un des aspects les plus intéressants du domaine de recherche de l'astroparticule, c'est qu'il se situe à la frontière de domaines à très fort ancrage historique et à forte légitimité. Donc, je n'ai pas besoin de vous illustrer ça, l'astronomie d'un côté, avec ses télescopes, ses institutions, son ancrage aussi dans le domaine extra-académique, avec les sociétés d'amateurs, d'un côté. Et puis, ça a une très très longue tradition historique. D'un autre côté, la physique des particules, accélérateurs, pas besoin de vous commenter la puissance de ce domaine et l'importance des infrastructures que cette communauté a été capable de construire, en particulier tout près d'ici, au CERN. Donc la prétention des acteurs d'un domaine, ici la physique des particules, à se déplacer vers un nouveau domaine. Donc ce sont des physiciens des particules qui vont vers l'astronomie et l'astrophysique, à y installer des dispositifs de recherche. Par dispositif de recherche, je l'entends ici, j'entends quelque chose qui est assez large. Ce sont des méthodes, en particulier les méthodes statistiques, qui étaient utilisées de façon différente entre les domaines de l'astronomie, de l'astrophysique et de la physique des particules.
Ce sont des expériences, des détecteurs, ce sont des outils, et puis il y a aussi une certaine technologie sociale. C'est une façon d'organiser les expériences, et on constate qu'elles sont différentes entre le domaine de l'astronomie et le domaine de la physique des particules. Donc ce mouvement va être contesté par les communautés qui y sont déjà établies, donc ici les astronomes et les astrophysiciens. Et donc on a toute une série de conflits. Conflits, je l'entends ici au sens extrêmement positif, hein, des conflits qui existent entre des astrophysiciens et des physiciens des particules, et qui sont liés à la prétention, principalement des physiciens des particules, à émettre des énoncés sur des sujets d'astronomie et d'astrophysique. Voilà. J'aimerais maintenant entrer dans quelque chose de plus historique, et j'aimerais vous dresser un panorama de ce qui précédait la physique de l'astroparticule et qui est la physique des rayons cosmiques. Donc j'ai mentionné au début de cet exposé qu'il y avait quelque chose avant les années 90 hein, et l'émergence de l'astroparticule, et c'était la physique des rayons cosmiques. Donc tout d'abord, ce champ de recherche a été un champ majeur de découverte dans le domaine de la physique des particules jusqu'aux années 50. Alors pourquoi jusqu'aux années 50 ? C'est que dans les années 50, on ouvre les premiers accélérateurs et les premiers laboratoires de physique des particules. Et donc l'intérêt pour l'étude des particules cosmiques en termes de physique des particules diminue. Donc, je vous rappelle juste ici la découverte, les découvertes de particules élémentaires, ce qu'on appelle les particules élémentaires au moment de leur découverte, par des mesures de rayons cosmiques. Donc vous avez le positron en 1932, positon, qui démontre l'existence de l'antimatière, le muon, le pion, et puis une série de particules étranges dans les années 50. Et vous voyez qu'on s'arrête en 53, et 54, c'est la fondation du CERN. Donc il y a vraiment un transfert. Et puis à partir des années 50, ce domaine devient beaucoup moins riche en découvertes dans ce domaine-là, donc dans le domaine de la découverte de nouvelles particules. Donc on assiste à un transfert entre une communauté qui travaillait sur les rayons cosmiques et qui se déplace vers la physique des particules, mais cette fois mesurée sur un accélérateur. L'avantage de l'accélérateur, il est évident, a priori. Hein, et à cette époque-là, les physiciens n'ont pas tergiversé, ils sont allés de façon massive vers les accélérateurs qu'on construisait, hein, les accélérateurs humains. Donc vous avez des faisceaux de particules qui peuvent être produits de façon contrôlée, vous avez contrôlé, reproductible, et vous êtes dans un environnement de laboratoire. Donc il y a l'idée du confinement et cette transition extrêmement intéressante entre une science qui devait gérer le déploiement dans l'espace naturel vers une science qui se confine et qui se replie et qui s'enterre, hein, ça on le voit ici, pour se protéger de plein de mécanismes qui vont perturber ces expériences. Donc migration de physiciens. Et donc voilà, la physique des particules élémentaires devient une science de laboratoire alors qu'elle était une science de terrain jusqu'alors. Je vais en particulier ici mentionner une mesure à l'échelle de la Terre qui a été effectuée dans les années 30 et qui a impliqué une soixantaine de physiciens qui se sont répartis le travail à la surface de la Terre pour trouver un critère qui permettrait de déterminer l'origine des rayons cosmiques. Il y a eu une grande controverse dans les années 30 sur l'origine des rayons cosmiques. Est-ce que ce sont des photons ou est-ce que ce sont des particules chargées? Et une des façons de trancher cette question, c'était de mesurer une asymétrie entre ce qu'on observe, les particules qui viennent de l'ouest et les particules qui viennent de l'est à la surface de la Terre. Et donc la communauté, donc dans les années 30, a été suffisamment forte et le problème suffisamment important, c'est un problème extrêmement important aux États-Unis à cette époque-là. On trouvait des comptes rendus à la une du New York Times sur cette question. Et donc la communauté a été capable de déployer une soixantaine de physiciens à l'échelle du globe pour faire cette mesure. Et donc là, on est proche d'expéditions à la Humboldt, d'expéditions d'exploration de la Terre qui ont eu lieu avant et pendant cette période-là. Donc voilà, pour encore une fois mettre l'accent sur le fait que cette discipline était une science de terrain. À partir des années 50, donc on a une bifurcation entre les communautés, une ségrégation. Donc les physiciens qui poursuivent l'étude des rayons cosmiques participent à des institutions différentes, à des conférences différentes, et publient dans des journaux différents. Donc les communautés sont une certaine ségrégation des communautés.
Évidemment, ça ne veut pas dire que les physiciens des accélérateurs ne sont pas au courant des découvertes en physique des rayons cosmiques, qui continuent à venir à une fréquence moins grande, mais qui continuent à être reportées, en particulier lorsque ces découvertes, évidemment, concernent les propriétés fondamentales des particules. Par exemple, la masse du neutrino, on a fait référence tout à l'heure à Raymond Davis, ou bien des comptes rendus sur la découverte de nouvelles particules. Là, évidemment, les physiciens des particules accélérateurs sont très chatouilleux, parce que si on découvre des nouvelles particules comme ça gratuitement, qui nous sont fournies par le cosmos, là, ça pourrait les mettre en difficulté par rapport aux énormes infrastructures qu'ils sont en train de construire. Et donc les comptes rendus sur les nouvelles particules, il y en a deux importants, un sur les quarks, un sur les monopoles magnétiques, ne seront jamais acceptés par la communauté, ils s'avéreront ne seront pas reconnus par la communauté comme étant des découvertes. On peut dire que c'était des fausses annonces. Voilà. Et d'une façon générale, ces comptes rendus qui concernent les propriétés des particules et qui viennent de la physique des rayons cosmiques, à partir des années 50, donc, donnent toujours lieu à des controverses assez fortes. Alors, je vais juste nuancer ce tableau en disant que le degré de ségrégation entre les communautés, les conflits qu'il peut y avoir entre ces communautés, est très différent suivant les pays. Et on observe en particulier en Italie et en Union soviétique des scientifiques qui font les allers-retours entre ces deux thématiques, en particulier deux prix Nobel, Vitaly Ginzburg en Union soviétique, et puis Carlo Rubbia en Italie, tout près d'ici. Et ça, c'est beaucoup plus rare en France. En France, la physique des rayons cosmiques, qui avait été avec Le Prince Ringuet, Auger, vraiment une discipline phare avant la Deuxième Guerre mondiale et juste après la Deuxième Guerre mondiale, là, la physique des rayons cosmiques, vraiment, les activités diminuent de façon drastique et sont réduites à très peu de choses. Elle continue d'exister, ça c'est un point intéressant, et je ne sais plus si je vais y revenir après, on verra si on a le temps. Elle continue d'exister de façon intéressante dans le domaine de la recherche spatiale. Voilà, alors donc durant les années 60-90, donc des activités en physique des rayons cosmiques qui diminuent. En Suisse, quelques études que j'ai faites sur les archives du Fonds national, on a un facteur 10 environ. Des expériences plus diversifiées, des expériences plus petites, et puis des pays qui sont plus importants dans le domaine de la physique des rayons cosmiques que dans le domaine de la physique des particules avec accélérateur, en particulier le Japon et l'Inde. Voilà, des choses intéressantes. Et pour continuer à exister, donc la physique des astroparticules doit se trouver des alliés dans le domaine spatial et militaire, mais aussi dans les activités de monitoring. Alors, par exemple, l'activité solaire devient une grande activité des rayons cosmiques. Donc on mesure l'activité solaire. Il y a eu des observatoires ici en Suisse, en particulier au Jungfraujoch, qui ont été dévolus à cette activité. Voilà. Un exemple tout à fait remarquable de l'activité sur les rayons cosmiques dans cette période 1960-1980, c'est le programme suivant, c'est le programme VELA, qui était un programme de surveillance des activités nucléaires de l'Union soviétique, donc qui avait été mis en place par les États-Unis. Dans le cadre de ce programme de surveillance, l'armée américaine donc, met en place tout un réseau de satellites sur lesquels sont embarqués des détecteurs de rayonnement X et de rayonnement gamma. D'ailleurs, ce réseau de satellites, donc vous voyez un de ces satellites ici, et ce programme-là est un des programmes qui a connu le plus grand succès, un des programmes de la NASA qui a connu le plus grand succès et qui a réussi à se pérenniser et à se poursuivre, à se transformer sous d'autres formes. Et il a été utilisé en fait dans les années 90, 80-90, dans les premières installations qui visaient à mettre en place un système de GPS. Mais à l'origine, ce système-là était surtout prévu pour obtenir des preuves physiques, des preuves expérimentales du fait que les soviétiques trichaient et avaient un programme d'explosion nucléaire. Un programme d'explosion nucléaire. Donc en 1967, ce qui est très intéressant, c'est que ces détecteurs qui sont faits pour observer les explosions nucléaires sur le territoire soviétique, en fait mesurent tout autre chose. Ils mesurent des flashs de très haute énergie, qu'on appelle les sursauts gamma, dans des rayonnements très intenses et de courte durée, des bouffées de photons de haute énergie. Donc ça prend un certain temps pour identifier l'origine exacte, et finalement il y a une démonstration qui est faite par les chercheurs qui travaillaient sur ce programme, qui démontre que ça ne venait pas de la Terre, que ça ne venait pas de l'Union soviétique, et que ça venait de l'univers. Mais ces mesures resteront classifiées pendant 5 ans, et les premières publications apparaissent seulement dans les années 70.
Voilà, alors j'aimerais dire juste quelques mots maintenant sur la position de la physique des particules accélérateurs, donc qui est très différente de celle de la physique des rayons cosmiques. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc les physiciens atomiques, comme on les appelait à l'époque, hein, qui vont dire aujourd'hui les physiciens des hautes énergies, ils reçoivent les dividendes de leur contribution à la victoire. La bombe atomique, hein, qui a permis, l'interprétation américaine avec la bombe atomique a permis aux Américains de gagner la guerre, et ils acquièrent un statut extrêmement fort aux États-Unis. Les États-Unis s'investissent massivement dans cette forme de recherche, ils lui procurent des ressources, mais aussi et surtout, c'est le point important que je veux faire maintenant, c'est qu'ils encadrent le développement de ces infrastructures de physique des particules à l'aide d'un dispositif politique tout à fait particulier, et qui se caractérise par une intervention massive de l'État et aussi par une certaine méfiance vis-à-vis du privé. La question qui se posait à la fin du projet Manhattan, c'est qu'on avait mis en place une infrastructure scientifique, donc infrastructure je l'entends ici au sens large, hein, sont des gens, sont des technologies, sont des dispositifs de financement absolument incroyables et qui avaient donné une supériorité, on anticipait une supériorité pour les États-Unis sur la base de ce dispositif. La question était, lorsque la guerre s'arrêtait, on se rendait bien compte que ces financements ne pourraient plus être mobilisés pour ces projets. Et là, il y a toute une série de gens, et je vous invite à lire leurs travaux, en particulier un responsable, en fait un chercheur, un ingénieur, qui est devenu ensuite responsable du programme qui encadrait le projet Manhattan, qui s'appelle Vannevar Bush, et qui a publié un texte qui s'appelle La science, l'ultime frontière, et qui réfléchit, donc il fait un rapport au président des États-Unis, et réfléchit sur la façon de conserver cet avantage stratégique au cas où des conditions similaires se représenteraient. Et la solution qu'il trouve est très intéressante. Elle est de dire, ces gens-là ont besoin de sciences fondamentales. Le marché, c'est-à-dire si on les remet sur le marché et si ils vont devoir travailler pour la recherche appliquée, eh ben, on risque de perdre de la compétence. Et le jour venu, le jour où on aura besoin de nouveau de ces gens-là, on risque de devoir faire un travail énorme qu'eux-mêmes avaient dû faire pour rassembler les gens, pour les structurer, et pour leur permettre d'atteindre cet objectif scientifique de très très haut niveau, qui était la mise au point de façon si rapide de la bombe atomique. Donc, il y a une vision stratégique qui se met en place et qui consiste à dire la recherche fondamentale est une ressource stratégique. Donc, des gens qui font que ce qu'ils aiment, c'est important pour nous. Et c'est ça l'énorme paradoxe de la physique des particules, c'est une des ambiguïtés extraordinaires à la physique des particules, c'est que c'est une liberté, mais qui est accordée pour des raisons stratégiques. Je parle ici bien sûr de la guerre froide, hein. Aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. On trouve peut-être quelques traces de ça, mais ça n'a évidemment plus rien à voir. Mais dans les années 60, la physique des particules, c'est cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une méfiance, voilà, il y a une méfiance vis-à-vis du marché qui ne serait pas capable de maintenir ces scientifiques dans un état de compétence suffisante. Et c'est ce paradoxe sur lequel je vais terminer, sur lequel je vous invite à méditer, parce qu'on considère aujourd'hui que les États-Unis sont le lieu où la science fondamentale est remise en question, où on va vers de la science privée, mais en 1945, il y a des gens qui réfléchissent et qui pensent que ce n'est pas le lieu idéal pour maintenir des scientifiques dans un état d'entraînement suffisant pour aborder un grand projet comme le projet Manhattan. Et sur cela, je vais conclure et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Bernard pour ce panorama de la science physique des dernières années. Et alors, comme toujours, là maintenant, vous pouvez poser vos questions et on reprendra dans 5 minutes.
seule, sur la statistique sur une, c'était très bien. Une seule? Non, tu as dit, je devais faire, voir si c'était bien ou pas. Alors j'en ai fait, sur une seule statistique, c'était excellent. Mais c'est pas pertinent, un seul échantillon. Ah ben voilà, il faudrait faire plus. Je pense qu'on peut voir les questions. Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc on peut y aller. Alors, je commence par la plus facile, le site de Google. Alors, c'est www.google.com/sky. Très facile. Pardon, SKY. Ouais. SKY, oui. Oui, la question était quelle est l'adresse du site. D'accord. Donc, alors attendez, je vais vous l'écrire en grand. Voilà. On y est. On y est. Alors, je vous lis la deuxième question, qui est plus complexe. Alors, actuellement, y a-t-il concordance entre astroparticules et particules des grands accélérateurs? Et les rayons cosmiques peuvent-ils apporter une réponse au problème du boson de Higgs? Alors, d'abord, j'aimerais dire que je n'ai pas d'expertise dans le domaine de la physique des particules et la physique des hautes énergies. Comme le professeur Kinsley l'a rappelé, donc, je suis un physicien de la matière condensée. Et mes compétences dans ce domaine sont plutôt des compétences au niveau institutionnel. Donc vous me pardonnerez certaines imprécisions, peut-être une réponse pas très claire. Alors pour répondre à cette question, donc tout d'abord, le boson de Higgs, non, je ne crois pas que ce soit une réponse qui puisse être donnée par les rayons cosmiques. Par contre, il y a une convergence, un recouvrement dans la détection de toute une série de particules qui apparaissent à très haute énergie, et en particulier les particules qui sont liées, par exemple les particules liées à la matière noire. La matière noire a un grand intérêt pour l'astronomie, l'astrophysique, et donc il y a un certain nombre de candidats qui se profilent comme candidats pour expliquer ou pour cette particule qui est la matière noire, et on retrouve une partie de ces candidats aussi dans les particules qu'on va observer dans les collisions à très haute énergie au LHC. Voilà à peu près où s'arrêtent mes compétences pour répondre à cette question. Alors, on remercie à nouveau Bernard Reva pour cet panorama sur la physique et sur l'évolution de la physique comme il se présente aujourd'hui à la communauté des particules et des astroparticules. Et on les remercie beaucoup pour sa conférence.